L'univers est énergie, la matière est énergie, et l'énergie est matière. En notre époque du 202e siècle, grâce aux travaux de Nikola Tesla, nous tirons l'énergie du vide si facilement que celle-ci ne fait l'objet d'aucun commerce. Les antiques Grecs appelaient le vide éther, qui est la source ultime de toute l'énergie de notre cosmos. La principale source d'énergie de la période néo-féodale industrielle est le pétrole, très polluant et dont les stocks furent rapidement menacés d'épuisement. Bien que les scientifiques reconnaissaient et expérimentaient l'existence de l'énergie invisible, substrat de la matière, elle seule capable d'unifier la loi de la physique, la plupart de ces découvertes furent le fait de chercheurs indépendants. Les instances officielles préféraient brûler jusqu'à la dernière goutte ce précieux liquide fossile dont la composition permettait l'élaboration de chaînes moléculaires fabuleuses, applications multiples. Pour le futur, gouvernements et industriels investissaient massivement dans l'atome tout en faisant barrage à toute nouvelle technologie. Différents nouveaux procédés d'électrolyse non énergivores et non calorifiques permettaient en temps réel l'extraction de l'hydrogène et son utilisation directe en tant que puissant carburant. Toujours à partir de l'eau, la fusion froide fut aussi l'objet de recherches qui aboutirent à la conception d'une nouvelle génération de piles déjà remarquables. Le moteur magnétique en est un autre exemple et fut commercialisé la première fois au Japon sous le nom de moteur Minato dans les climatiseurs. Il y eut beaucoup d'autres pistes exploitées avec succès par ces chercheurs, le plus souvent au détriment de leur vie sociale, voire de leur vie tout court. En effet, ces visionnaires investis d'une mission salvatrice furent méprisés par la communauté scientifique à la solde des grands groupes financiers. Ces inventeurs furent réduits au silence par la corruption et la violence. Le choix du mode de production énergétique le plus mortifère d'entre tous était-il anodin? La radioactivité s'attaque au cœur de la vie. La multiplication systématique des centrales atomiques, de leurs déchets et rejets, la fragilité de ces installations face aux bouleversements naturels, aux guerres et au terrorisme, et enfin le lien avec les industries de l'armement, en faisaient autant de foyers inexpugnables de poisons mortels pour l'écosystème terrestre. Tous ces faits ne s'apparentaient-ils pas plus à une volonté de destruction du vivant qu'à un simple sens développé des affaires? La centrale atomique de Fukushima se dérégla. Les réacteurs ne furent plus suffisamment refroidis et commencèrent à fusionner, relâchant dans l'air d'effroyables quantités de particules radioactives, empoisonnant l'air, la mer, les rivières et la terre, la nourriture et les populations au gré des vents, des marées et des pluies. Le Japon était un archipel situé entre plusieurs plaques tectoniques, ce qui engendrait de nombreux volcans, tremblements de terre et tsunamis. Une nature très riche et généreuse, qui pouvait reprendre la vie aussi vite qu'elle l'avait donnée. Cette situation de fait avait forgé la mentalité japonaise et l'avait orientée vers le sentiment d'impermanence,
une forte cohésion sociale et un lien intime avec la nature, mais avait aussi développé une capacité à jouir de la vie tout aussi bien qu'une aptitude à travailler sans limite pour la survie. La machine économique du pays était productrice de très grandes richesses. Le niveau de vie y était très élevé, bien que les populations ne semblaient pas profiter entièrement des bienfaits de leur dur labeur. Le Japon avait la réputation d'un pays hautement sécuritaire, et cela se révélait vrai dans bon nombre de domaines du quotidien. Pourtant, les mesures de sécurité étaient inadéquates dans les domaines les plus vitaux. Les plus grands manquements se faisaient ressentir au regard de la situation tectonique hautement sensible de l'archipel, mis à part les normes de construction. Comment avait-on pu arriver à un tel degré d'insouciance mortifère? Cela défiait ma logique et m'interpellait à nouveau sur la nature de tels actes. Le Japon était le premier pays concepteur de robots. Les universités faisaient des recherches poussées dans ce domaine. Les compagnies de construction automobile planifiaient de basculer leur production vers la robotique. Et pendant que l'on discutait et travaillait sur le fait de savoir si l'on donnerait aux robots l'aspect humain ou pas, l'on ne pensa pas un seul instant à la conception de robots pouvant intervenir en milieu hostile, comme dans une centrale atomique par exemple. Lors de la crise de Fukushima, l'on dépêcha sur place afin d'essayer de régler la situation des travailleurs humains. Samouraïs sacrifiés des temps modernes, ils recevaient de fortes doses de radioactivité journalière, et ce, dans une perspective de travail sans fin. Cela prendrait peut-être des mois, des années, pour circonscrire le problème. On envoya ces travailleurs au courage exemplaire côtoyer la mort pour réparer l'incompétence et l'inconscience de leurs dirigeants criminels assis derrière leur bureau. Je n'ai pas retrouvé pour l'instant les archives concernant la suite des événements. Je ne sais toujours pas si cette crise majeure a pu être surmontée et j'étais très triste de voir ce peuple s'enfoncer dans les limbes. Au cours de mes recherches, je m'étais attaché sentimentalement à cette civilisation dont j'en admirais bien des aspects. Mais je fus sidéré de constater que malgré le déroulement tragique des événements, aucune remise en question du mode de production d'énergie et encore moins du système de société en général, en particulier l'économie, ne fut décidée. Les populations semblaient avoir une confiance aveugle en leurs dirigeants qui pourtant les avaient placés au bord du gouffre. Ces gens avaient-ils perdu leur instinct de survie ancestral? Par quelle sorte de magie ce peuple si intelligent à mes yeux était à ce point aveuglé pour se diriger tout droit, en rang serré, vers le précipice? Il devait bien y avoir une explication à ce phénomène étrange. Et je pense l'avoir trouvé en partie dans un fait majeur et incontournable de cette époque, les médias et l'art de la manipulation des mentalités. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Au XVIIIe siècle, sur le continent appelé Europe, un débat fit rage sur la question de la nature, bonne ou mauvaise, de l'être humain, le mythe du bon sauvage opposé au mythe du péché originel. Ainsi, l'on développa l'idée que l'homme était formé et corrompu par son environnement social.
ce qui allait à l'encontre des préceptes religieux de l'Église qui affirmait que l'homme était corrompu dans sa nature même. Les premières manipulations des esprits furent véhiculées par les religions. Un seul livre a pu changer le cours de l'histoire, la Bible. À travers cet ouvrage, instrumentalisé par les divers pouvoirs en place, les hommes adhérèrent à la croyance d'un Dieu unique fait à leur image. Ils s'y identifièrent et développèrent la civilisation technoïde occidentale qui devint la norme internationale. La religion monothéiste engendra une civilisation terrestre monolithique à la pensée unique et une économie monopolistique. La technologie se développant, on améliora les contrôles mentaux des populations et l'on put instaurer durablement l'empire marchand. L'on décrira le mécanisme ainsi, une religion au service du politique asservie par les acteurs économiques tout-puissants. Il nous faut noter que dans ses fondements, la civilisation occidentale qui allait conquérir le monde est mortifère. On y oppose la nature à la culture. La vie est considérée comme impure, le corps est malsain. Seule la vie dans un au-delà hypothétique est à prendre en considération. Cette société patriarcale coupera dans ses fondements l'humain de ses racines en éradiquant tout obstacle à son projet, y compris par le meurtre à grande échelle, inquisition, guerre de religion, destruction et occultation des savoirs et des cultures des peuples. Les empires mercantilistes pourront asseoir leur pouvoir toujours grandissant sur une population dépossédée de son corps et pourvue d'une âme abstraite. Des enveloppes vides que l'on pourra remplir au gré des besoins des castes marchandes, une parfaite race d'esclaves que l'on pourra aisément contrôler par la technologie adéquate.